Bien, moi, je ne vous cache pas que je suis très, très ému, vraiment, vraiment d'être là ce soir pour plusieurs raisons. Bah, d'abord parce qu'effectivement, avec François, on se connaît depuis quelques années. Et voilà, des choses qui ne passent pas par les mots, je crois juste par les yeux, hein, ça passe. Et ça, c'est chouette. C'est souvent ça, comme ça, dans la vie. Voilà, avec les yeux, le regard, on se dit beaucoup de choses. Et donc, voilà, ça, c'est déjà... Merci, je suis très, très touché que tu sois là. Alors, oui, très ému parce que vous savez, il y a une expression qui dit nul n'est prophète en son pays. Enfin, je vous rassure, je ne cherche pas à l'être, mais puisque je suis là dans mon pays ce soir. Mais c'est vrai que je disais à François, je tourne partout, sur toute la planète, bien sûr particulièrement l'Europe. Voilà, je suis beaucoup sur les routes et rarement ici. Et bon, et puis je commence. Bon, je suis content de partir, hein, c'est pas ça, mais vous savez bien que l'horloge de la vie fait qu'à un moment donné, on a juste envie de se poser un petit peu plus. Et finalement, j'aimerais un petit peu plus, voilà, passer du temps chez moi, ici en Charente. Voilà, une région que j'aime particulièrement parce que d'abord, c'est le pays de mes ancêtres, voilà, puisque moi, j'avais un grand-père charentais du côté de ma maman. Donc la vie m'a ramené ici. Ça, c'était pas du tout prévu, parce que j'avais plein d'endroits. Je voulais créer le centre de la caravane amoureuse, et finalement, j'avais plein d'endroits possibles. Et puis voilà, puis ça s'est posé là, en Charente. C'était vraiment dans un village en plus qui s'appelle La Touche. Alors pour un pianiste, c'était vraiment voilà, prédestiné. Donc j'ai acheté un domaine il y a 8 ans, une ferme charentaise magnifique, voilà, que l'on réhabilite, qu'on essaye vraiment de rénover l'esprit voilà, d'ici. Et ce domaine s'appelle le domaine d'Essart. Et bon, je ne le savais pas, mais ça vient d'un verbe qui veut dire essarter, qui veut dire débroussailler. Voilà, et je trouve que mon travail est un petit peu de cet ordre-là, de débroussailler le cœur des gens, voilà, qui parfois est bien, bien encombré, voilà, de blessures. Donc tout ça a du sens. Donc voilà, donc je suis très ému parce que voilà, parce que c'est ce soir à Angoulême, à une demi-heure de chez moi. Oh, déjà, je suis content, je vais pas avoir de route ce soir pour rentrer à la maison. Voilà, il y a encore 3 jours, j'étais en Suisse, à Genève, et quand je suis rentré mardi soir, eh ben, je me suis pris, ou lundi soir, non, lundi soir, je me suis pris au retour la tempête Gabrielle. Voilà, et donc, oui, ça c'est des trucs. Hein, voilà, donc là, je sais qu'en rentrant, ce ne sera pas trop risqué, quoi. Voilà, ou alors vraiment. Voilà, bah écoutez, donc, je veux qu'on commence. Vous savez, j'ai pas l'habitude de préparer les soirées. Euh, voilà, j'aime bien les vivre d'une manière complètement libre, spontanée, authentique, la plus authentique possible, voilà, pour essayer d'être au plus près de vous. Voilà, ça, c'est un principe. Vous savez, une rencontre, c'est comme une rencontre amoureuse. Voilà, je vous vois et ouais, vous savez, François vous a dit que je voyage depuis 35 ans avec mon piano et c'était pour rencontrer l'humanité tout simplement. Et cette rencontre d'amour, ça ne se prépare pas. Vous imaginez, vous attendez votre amoureuse ou votre amoureux et vous préparez tout à l'avance et vous savez exactement ce que vous allez faire. À mon avis, ça ne va pas bien se passer. Voilà, il faut être totalement voilà, ouvert à l'imprévu, à l'inattendu, voilà, dans ce qui va arriver. J'aime pas avoir un micro dans les mains. Mais bon, c'est comme ça. Donc le thème de la conférence ce soir, c'est Éloge de la fausse note, c'est ça? C'est ça, exactement? Éloge de la fausse note. Quel curieux titre, hein, tout de même, hein, Éloge de la fausse note. Il y a des personnes comme ça qui sont étonnées quand le livre est sorti, qui ne comprenaient pas. Voilà, comment peut-on faire l'éloge de la fausse note? Ça semble être un non-sens. Et pourtant, je crois qu'aujourd'hui, ça me semble vital, voilà, de considérer, de reconsidérer ce que sont les notes, les fausses notes de la vie. François vous a dit tout à l'heure, voilà, j'ai effectivement
changé ma vie vers 20 ans. J'étais en classe prépa pour rentrer à Rudulm en normal sup philo. Et puis finalement, ben, voilà, je pensais au piano, j'avais envie de faire de la musique et j'ai tout quitté pour ça. Et je peux vous dire que quand j'ai tout quitté pour ça, en plus j'étais totalement voilà, autodidacte et voilà, j'avais pas trop de savoir, si ce n'est que j'avais envie. Et tout le monde évidemment me déconseillait de quitter tout pour la musique. Et puis bah voilà, et finalement j'ai fait ces études. J'ai effectivement remporté le prix de composition à Paris, le premier prix de composition à Rome, et je ne pensais pas gagner tout ça en fait. Moi, l'objectif, c'était de vivre la musique, déjà avec moi-même, et puis d'utiliser le piano pour aller à la rencontre des autres. Alors c'est tout bête, je vais vous raconter pourquoi. On va commencer par, je vais vous parler de mes fausses notes personnelles. C'est pas une psychothérapie ce soir, hein, je vous rassure. Mais moi, quand j'étais adolescent, et bien quand j'allais à la plage, à l'époque pas très loin d'ici, on allait faire du surf. Tous les copains qui faisaient de la guitare le soir, bah voilà, ils avaient une fille quoi. Et moi, moi j'avais pas de fille. Donc j'étais là à garder le feu. Donc je me suis dit attends que j'arrive avec un piano et tu vas voir. Donc voilà, c'était vraiment ça l'objectif à 18 ans, 19 ans, voilà, jeune homme, c'était voilà, c'était tout bête. Et donc j'avais qu'une envie, c'était de prendre un piano pour rencontrer l'amour. C'est ce que j'ai fait, je vous avoue, hein, c'est une sacrée fausse note, mais c'est comme ça. Et donc j'ai pris mon piano, et alors déjà ce piano, c'est toujours le même. Ça fait 35 ans qu'on voyage ensemble, mon petit. Voilà, il a fait pratiquement une cinquantaine de pays. Et ben oui, c'est lui, oui. Oui, il est un peu rayé, enfin, vous pourrez le regarder de près si vous voulez. Et voilà, et c'était vraiment l'envie de partir, voilà, rencontrer, bon, au début, voilà, vous avez compris, mais très vite, finalement, je me suis rendu compte que l'amour pouvait avoir d'autres formes, voilà, et cet amour, ça pouvait être un temps passé avec un clochard dans la rue, avec ces gens perdus, voilà, des drogués, des prostituées, enfin, toute cette humanité, le fait de jouer dans la rue, de prendre ce temps, avec cette humanité voilà, que l'on croise, mais que bien souvent, on ne prend pas le temps de regarder et avec laquelle on peut vraiment discuter. Et puis de ces rencontres inattendues, vous savez, voilà, je n'avais pas beaucoup d'argent. Ce piano, je l'avais acheté. Moi, je rêvais de traverser le Sahara avec le piano, voilà, d'aller rencontrer les peuples. Je me disais, on est sur Terre, c'est pour la découvrir, cette Terre. Voilà, pas de la vivre derrière un écran de télévision, voilà, d'écouter des disques ou de regarder des photos, mais d'y aller pour de vrai, voilà, de se frotter au monde, voilà, avant de le quitter, de s'en émerveiller. Et donc, je n'avais pas beaucoup de sous, donc je faisais des petits boulots et donc je mettais des sous de côté. Et je vois une annonce, à l'époque c'était la centrale des particuliers, je ne sais pas si ça existe encore, et je vois un piano quart de queue à vendre, Yamaha. Alors j'appelle la dame et je dis écoutez, il m'intéresse, il n'était pas trop cher. Et je lui demande l'adresse, vous habitez où? Elle me dit rue de l'Arabie. Alors ça tombait bien pour traverser le Sahara, c'était parfait. Je me dis c'est celui-là. C'est curieux comme les choses, voilà, les signes, absolument. Et voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé l'histoire. Et donc le fait de jouer dans les rues, voilà, j'étais une sorte de mendiant. Je régnais sur un petit bout de trottoir, mais avec un piano à queue tout de même. Voilà, et j'avais une petite sébille. Et quand je jouais, je ne l'attendais pas, mais il y avait un petit panneau là, qui était scotché où il y avait marqué « Pour poursuivre le voyage avec le cœur, merci ». Et donc, des personnes donnaient un peu. Et c'était incroyable voilà, de voir toutes ces personnes touchées. Voilà, c'était tellement... Vous savez, quand on prend le temps, on est tellement surpris. Voilà, quand on se croise comme ça, souvent on a parfois des idées reçues, des préjugés, et tout ça s'effondre. Voilà, et puis de faire jouer les gens, voilà, de prendre le temps.
Et puis, par exemple, voilà, c'était improbable, comme je vous disais tout à l'heure, jouer pour ce clochard, ou alors un soir rencontrer une jolie demoiselle. Et puis, un autre jour, c'était un couple qui venait me voir en me disant bonjour monsieur, c'est très belle musique. Nous sommes les Châtelains, là, nous habitons au village à côté. Nous faisons une réception samedi. Pourriez faire un concert chez nous 3000 francs, ça ira? Oui, oui, ça ira, très bien. Voilà, et puis, voilà, puis de fil en aiguille, un jour, un homme vient vers moi, il me dit mais c'est génial, vous voulez pas faire ça en Afrique? Je fais comment ça? J'ai cru que c'était une blague. Et en fait, c'était un directeur de centre culturel français qui travaillait avec le ministère des Affaires étrangères, avec l'AFA. Et du coup, c'est comme ça qu'ont commencé les tournées voilà, avec les alliances françaises et les centres culturels. Et 6 mois plus tard, je me suis retrouvé en smoking, voilà, en brousse, dans les villages. Et c'est comme ça que c'est parti. Et ça a été un petit peu, si vous voulez, le deal, c'était bien sûr d'aller jouer dans les ambassades, dans les centres culturels, mais de prendre le piano et de partir après en brousse à la rencontre des populations, des villages et des musiques. Voilà un petit peu comment l'histoire s'est faite. Je ne vais pas tout vous raconter, vous avez un livre là-bas qui s'appelle Le pianiste nomade, qui raconte tout ça très bien. Alors pourquoi je donne des conférences? Vous dites, voilà, il est musicien, il est compositeur, pourquoi il ne joue pas? Parce que, avec le temps, très vite, je vous ai dit, à force de côtoyer cette humanité, d'être tout près d'elle, eh bien, vous sentez que cette humanité, il y a énormément de souffrances. Voilà, des souffrances évidemment dans les autres pays, le fait d'aller jouer dans les bidonvilles, dans des villages perdus où il y a parfois beaucoup de misère, ou parfois tout simplement la guerre. Eh bien, cette souffrance, je me suis rendu compte aussi qu'elle était là, voilà, dans la salle. Il y avait des personnes qui étaient blessées, qui étaient cabossées par la vie. Et j'ai commencé à m'en soucier vraiment, me dire vraiment comment on peut soulager ce public. Parce qu'au début, évidemment, quand je faisais mes soirées, j'étais jeune, j'avais 25 ans, 30 ans, 35 ans. Je voulais prouver que j'étais un grand pianiste et un grand compositeur, voilà, que j'étais génial. Et donc, j'avais envie que les gens m'applaudissent et qu'ils sortent et arrachent ma chemise. Non, c'est pas vrai. Et évidemment, j'avais envie de cette reconnaissance. Et puis très vite, je me suis rendu compte que tout ça n'avait pas vraiment de sens. Que peut-être ce qui était important, c'est que les personnes, quand elles ont passé cette soirée avec moi, qu'elles se sentent importantes. Voilà, c'est pas moi qui suis important. Voilà, que ces personnes, voilà, dont l'histoire parfois est difficile, qu'elles reçoivent des outils, des clés pour s'aimer plus. Donc voilà, c'est comme ça tout simplement que les choses ont évolué. Alors pour une raison très simple aussi, qu'est-ce qui a déclenché ça? À la fois les voyages et à la fois tout simplement mes propres fausses notes, mon parcours de vie. C'est que, je ne vous raconte pas tout, mais ça n'a pas été une enfance simple. Et évidemment, l'adolescence non plus. Et ma jeunesse, jeune adulte, j'étais un peu foufou, je ne mesurais pas tout. Je manquais de discernement, j'ai été maladroit. J'ai été blessé, bien sûr, et j'ai blessé. Et quand tout ça est revenu dans ma vie, et notamment les blessures que j'ai pu infliger, et bien malgré moi, parce que le fait de manquer de discernement et de mesure, je peux vous assurer que ça a été pour moi comme un séisme. Voilà, vraiment. Je pensais que j'étais un homme qui faisait un beau chemin, et le fait que j'apprenne qu'un jour j'ai pu blesser quelqu'un, ça m'a vraiment profondément bouleversé. Et là, j'ai commencé vraiment à me poser la question sur le sens de la fausse note dans la vie. Et c'est en me la posant que j'ai écrit ce livre qui s'appelle donc Éloge de la fausse note. Parce que voyez-vous, les fausses notes dans la musique de la vie, je ne vais pas vous apprendre la vie. Hein. Vous savez ce que c'est la vie. Ce n'est pas toujours facile. Elle peut même être très dure, très cruelle. Et ce qui fait qu'on ne comprend pas. Hein, on est parfois démunis face à la vie, à sa violence.
Parce que, si vous voulez, nous sommes curieusement, aujourd'hui, dans une société qui, finalement, essaye d'éradiquer les fausses notes. Voyez-vous, c'est un petit peu ce qu'on nous fait croire, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de fausses notes. Voilà, le moins possible, ça, c'est ça, je dirais, l'idéal. Mais je dirais que c'est un sophisme, si vous préférez, un mensonge. Et c'est un mensonge dangereux. Et vous verrez au fur et à mesure de cette conférence pourquoi c'est dangereux. Parce que ça explique pour moi, ce sophisme, complètement la situation aujourd'hui de notre société, voilà, de ce qu'on entend aujourd'hui, les gilets jaunes, les foulards rouges et ceci, et finalement toute cette tension sociétale qui est tout à fait palpable et qui est quand même terrible, très préoccupante, très préoccupante. En fait, ce qu'on nous a appris, c'est que finalement, les fausses notes, le fait d'être maladroit, le fait de se tromper, de manquer de discernement, finalement, on nous a appris que ce n'était pas une chose très bien. Je dirais déjà, ça commence déjà à la naissance. Vous savez, je ne sais pas ici combien il y a de personnes qui ont été désirées dans la vie, les enfants qui ont été voulus. Mais moi, j'ai entendu des personnes parfois me dire eh ben, moi, je n'étais pas le bienvenu. Ben, rien que ça, déjà, c'est déjà un vrai problème. Des personnes qui ne se sentent pas, qui n'ont pas été reçues et qui se sentent vraiment des coupables d'être là, d'exister. Hein, elles sont déjà, moi, des personnes qui m'ont dit je suis déjà une fausse note ambulante. Après, évidemment, il y a tous les secrets de famille, les histoires, il y a tellement d'histoires, voilà, de pères légitimes, illégitimes, enfin, etc., etc. Donc déjà, ça commence là. Ensuite, évidemment, l'école. Alors évidemment, l'école est un lieu de sociabilisation, je ne peux pas le nier, mais c'est tout de même pas un lieu d'amour non plus. Enfin, n'hésitez pas à réagir. Hein. Vous savez, je ne prétends pas ici détenir la vérité absolue et donner toutes les réponses. Si vous avez le sentiment que je dis une énorme ânerie, faites-le moi remarquer. Vous le dites, monsieur, c'est stupide ce que vous dites. Hein. Je n'ai rien à défendre et je serais ravi voilà, qu'il y ait voilà, quelqu'un qui me dise que je me trompe. Moi, je ne suis là que pour m'améliorer et affiner mon propos. Et je serais ravi que vous m'apportiez voilà, un éclairage différent. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, moi, la perception que j'en ai eue, c'est que l'école n'est pas un lieu d'amour. Et effectivement, à l'école, quand on se trompe, finalement, quand on fait mal, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on nous met une mauvaise note. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'on mettait sur les bulletins scolaires? Vous vous rappelez? Il y avait une phrase qu'on mettait quand on était petit. Comment? Oh, ça sort du cœur. Peut mieux faire. Voilà, peut mieux faire. Et effectivement, alors en Belgique, à Bruxelles, j'avais fait une conférence comme ça. J'avais posé la même question. Chez eux, c'est peut faire mieux. Mais enfin, bon, voilà. En attendant, effectivement, ce peut mieux faire, c'est une phrase en soi qui n'est pas négative. Elle te dit, tu peux, tu es capable. C'est chouette même, je dirais, voilà, peut mieux faire. Elle met une notion presque d'espérance dans ce possible. Sauf que lorsque tu as un peu mieux faire, en général, tu n'as pas envie de montrer ton bulletin. Hein, tu le caches, tu imites la signature de tes parents, ou alors tu changes les notes, tu mets à la place d'un 2, tu mets un 8, enfin tu t'arranges pour que ce ne soit pas catastrophique. Et quand il y a ce peut mieux faire, eh bien voilà, donc il y a des mauvaises notes, des mauvaises appréciations. Donc ce qu'on nous a appris, c'est qu'effectivement, le fait de se tromper, c'est pas bien. On nous a appris que voilà, c'était coupable, voilà, parce qu'on est pénalisé, vous comprenez? Alors c'est un système, on pourrait dire, mais ça marche comme ça. Ok, je ne peux pas le nier, mais ce système, en fait, il est extrêmement pervers et très dangereux. Mais pour quelle raison? Parce que tout simplement, ça nous amène à nous désaimer. Voilà, on se sent coupable d'être imparfait. Ça nous amène à nous désaimer nous-mêmes et l'autre. Parce que l'autre, évidemment, l'autre qui est à côté, lui aussi, il est maladroit, il se trompe. Et alors on nous a appris à le regarder en le jugeant. Voilà, et donc quand il trébuche, qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, eh bien, c'est de la démolition qui se passe. D'où tous ces phénomènes qu'on entend à l'école du harcèlement, de l'enfant
qui est, comment dire, le bouc émissaire, etc., etc. Donc, vous voyez déjà, donc c'est très pervers parce que ça nous amène à cette violence entre nous. Ça nous apprend déjà à nous désaimer. Et puis, finalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fait de se tromper, le fait d'être à côté, nous, on finit par le vivre comme une tare. Moi, combien de personnes qui sont venues faire des stages, voilà, chez moi ou ailleurs, que je reçois, qui me disent, vous savez, monsieur, moi, je n'ai pas beaucoup de valeur. Une dame, une fois, qui me dit, vous savez, moi, je suis du tout venant. Et encore, ce sont des mots gentils. Il y a des gens qui m'ont dit, je suis une grosse merde, monsieur. Vous savez, quand j'interviens dans les missions locales, et de ces jeunes qui sont en addiction et qui sont ce qu'on appelle des décrocheurs, et de voir ces jeunes qui sont complètement éteints. Et je me rappelle quand j'ai voulu faire jouer on a fait des 4 mains, voilà, je les faisais jouer avec moi. Et il y avait un garçon d'une 20aine d'années qui s'appelait Kevin. Et je n'ai pas vu ses yeux de la matinée. Il avait une casquette, là, vous savez comment ils mettent, là, il était la tête comme ça, baissée. Et puis à un moment donné, je l'invite à jouer avec moi. Alors il vient et puis il se met à jouer, il répond, je joue, il joue. Et chaque fois qu'il jouait une note, il enlevait sa main comme ça, comme pour s'excuser. Comme si, de fait, la note qu'il avait jouée était nulle. Alors au bout de 3-4 fois comme ça, je m'arrête et je lui dis, mais écoute Kevin, j'ai l'impression que chaque fois que tu joues, tu t'excuses. Comme si ça n'avait aucune valeur ce que tu fais. Je te regarde, tu es jeune, tu es beau, voilà, tu es plein de force, mais j'ai l'impression que tu es tout neuf, mais que dedans, c'est en ruine. C'est quoi? C'est parce qu'on t'a dit que tu valais rien, que c'est comme ça. Et puis là, il lève sa tête, je vois ses yeux, et puis il me dit, c'est exactement ça, monsieur. Voilà, je crois, la réalité, bien sûr, qui n'est pas pour tout le monde, mais beaucoup, beaucoup trop de personnes, tout de même, ont été abîmés par notre façon de voir les choses. Et je crois qu'aujourd'hui, il nous faut vraiment reconsidérer tout ça bien autrement. Ça me semble juste essentiel. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fait d'être maladroit, le fait de manquer de discernement, de se tromper, ce n'est pas une tare, c'est la nature humaine. Et donc, condamner la nature humaine, eh bien, ça n'a pas de sens. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la machine, voilà, l'intelligence artificielle, qui, elle, voilà, est sans faille, sans défaut, qui est tellement performante, le fossé se creuse, si vous voulez, entre notre humanité, entre ce que nous sommes, et ces outils, peut-être remarquables. Mais on finit par préférer ces outils à l'humanité. Et je crois que là est le vrai danger. Donc, il nous faut déjà nous réconcilier avec notre nature. Nous sommes des êtres merveilleusement maladroits. Ça fait du bien, non? Et croyez-moi, il vaut mieux être merveilleusement maladroit que mochement sublime. Ça vous fait rire. Donc ça, c'est vraiment important. Comment déjà je vais me réconcilier avec l'être que je suis, vacillant, voilà, trébuchant parfois. Voilà, et je crois que c'est tout ce regard d'amour, déjà sur soi, qui est juste essentiel, qui me permet aussi, finalement, d'être touché quand l'autre trébuche. C'est ça qui est tellement important. Parce qu'aujourd'hui, la réponse de notre société à la dissonance, qui est tout à fait palpable, la dissonance sociétale, pour moi, la réponse, elle est parfois hystérique. Comprenez? Et nous arrivons aujourd'hui à des prisons qui sont surpeuplées et à des situations qui deviennent inextricables. Et c'est là aujourd'hui très dangereux. Je pense que nous jouons vraiment à un jeu très dangereux, qui dépasse même nos frontières. On voit bien que là, partout sur la planète, on se reproche les fausses notes. On va se reprocher d'être juif, d'être arabe, d'être noir, d'être ceci, d'être gros, d'être trop petit, d'être... Voilà, d'être... Je ne sais pas si vous vous rendez compte
tout ça, de la fausse note coupable. Non, mais c'est vraiment une réalité. Donc vraiment, il nous faut sortir de ça. La fausse note, elle n'est pas coupable. Il faut sortir de l'idée, si vous voulez, qu'il nous faut être, ce qu'on nous a dit à l'école, il faut être les meilleurs, il faut être le premier. C'est ce qu'on me disait, moi, petit, il faut réussir, vous voyez, il faut que tu y arrives, il faut que tu sois dans les premiers. Et ce discours, complètement fou, finalement, c'est un discours que l'on entend à tous les niveaux. Ça va presque de la maternelle jusqu'à l'entreprise. Et même nos hommes politiques, qu'on entend à l'Assemblée nationale, et voilà, et notre président qui va dire, voilà, il faut être compétitif, prendre les parts de marché, être les premiers, il faut être performant. Le monde est en train de mourir de ça. Et nous mourrons de ça. Les gens sont épuisés. On se rend compte qu'on nous a tellement pas dit que nous étions magnifiques. Vous voyez, si la maltraitance à l'école, elle est énorme. À nos enfants, on devrait... Merci de réagir comme ça. Bon, cela dit, vous pouvez me le dire sans vous énerver. Hein. Merci beaucoup. Mais je suis d'accord avec vous. Je l'ai dit, c'est un lieu de sociabilisation. Mais cela dit, elle est quand même effective, cette maltraitance. On est d'accord, mais ça ne... Sortons du principe de bivalence, si vous voulez bien. D'accord? C'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre. Je suis d'accord avec vous, mais j'ai jamais dit ça. Je n'ai pas dit qu'elle est que maltraitance. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Alors, mais merci, vous avez raison. Bien sûr qu'il y a des tas d'enseignants qui ont cette bienveillance. Et j'en connais beaucoup. Je suis entièrement d'accord avec vous. On n'a pas besoin de se fâcher. D'accord? Alors, on va continuer si vous voulez bien. Mais merci, vous avez raison d'avoir réagi, c'est très bien. C'est tout à fait vrai. Voilà. Donc, il y a effectivement des personnes qui agissent de la manière dont vous venez de l'évoquer, et effectivement cette maltraitance aussi effective. Je crois qu'on est là quand même pour essayer d'affiner les choses, et là est le vrai cadeau de tout ça. Voilà. Et donc, effectivement, voilà, l'idée donc d'être le meilleur, d'être le plus fort, vous savez, ça nous ramène à une histoire que vous connaissez tous, c'est l'histoire de Abel et Caïn. Et finalement, cette histoire, elle résume, je trouve, tout à fait l'histoire de notre humanité. Parce que l'histoire d'Abel et Caïn, vous savez, vous la connaissez très bien, c'est l'histoire des deux frères. Il y a Abel et Caïn qui, donc, je caricature et je vais simplifier, hein, et finalement, Abel qui fait tout bien, qui est finalement, dont on parle, qui est honoré, et puis Caïn qui, finalement, lui, est moins performant, hein, entre guillemets. Et puis, jaloux, Caïn est excédé de ce mépris et de ce rejet, il tue son frère. Évidemment, ça nous amène à la conclusion que ce qu'a fait Caïn est très mal et donc il est condamné pour cet acte. Maintenant, effectivement, si on a une autre lecture, on pourrait dire que finalement, dans l'histoire, qu'est-ce que nous avons fait? Lorsque nous sommes allés voir les autres peuples, eh bien, qu'est-ce qu'on leur a dit à ces autres peuples? On leur a dit, nous sommes les Abel. On fait tout bien, beaucoup mieux que vous. Vous êtes des peuples inférieurs, les Caïns, si je puis dire. Et finalement, qu'est-ce que cherchent à faire tous ces Caïns? Eh bien, ils cherchent à tuer les Abel que nous sommes. Moralité, faire la belle crée la bête. Bon, je crois qu'effectivement, c'est tout ça pour vous dire que nourrir l'idée d'être meilleur que l'autre, en fait, c'est une grande violence. C'est une grande violence, cette idée de cultiver la nécessité d'être plus fort. C'est même une absurdité. Et c'est toute notre société aujourd'hui, nos croyances,
se sont construits sur cette idée-là, qui pour moi nous amène vraiment à une impasse, qui est celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est celle de ne plus arriver à nous supporter les uns les autres. Et il y a juste tout de même un vrai souci, c'est tout de même la réalité démographique. C'est que tant que nous étions 2-3 milliards sur Terre, voilà, il y avait encore un peu de place, mais là nous approchons les 10 milliards. 10 milliards d'humains avec cette même conscience, c'est juste impossible. Voilà pourquoi je crois qu'effectivement, il nous faut considérer vraiment les choses autrement sur cette relation, voilà, à ce que nous sommes, à la fausse note. Alors, qu'est-ce qu'une fausse note, finalement? Est-ce que quelqu'un aurait une idée dans la salle de ce qu'est une fausse note? Pardon? Quand on se trompe. Effectivement, quand on se trompe. En fait, une fausse note, c'est effectivement une note qui n'est pas accueillie, à qui on n'aurait pas pris le temps, on ne lui aurait pas donné ce possible, qui est celle finalement de la transformer. En musique, parlons musique, Mozart, Beethoven, Brahms, Bach et tant d'autres. Eh bien, finalement, dans leur musique, il y a des fausses notes. Vous imaginez, Mozart, il écrit une partition et à la première fausse note, il arrête d'écrire et là, il se met à pleurer. Et il déchire sa partition et voilà, et il arrête. Ça n'a aucun sens. Tout le génie de Mozart, c'est quoi, justement? Eh bien, c'est que, justement, cette dissonance, il va l'accueillir et il va l'amener petit à petit à sa résolution harmonique. Et c'est ça qui nous bouleverse. Tu vois, quand tu écoutes Mozart, tu sais pas pourquoi ça te touche. Mais parce que tout simplement, dans cette dissonance, tu vas peut-être y trouver tes propres fausses notes de vie. Peut-être que tu es dans une phase où tu es en train de te séparer, où tu as perdu ton travail, où c'est un ami qui est parti, un décès d'un proche. Enfin, la vie, quoi, la musique de la vie. Voilà. Et donc là, tu es complètement perdu, terrassé, voilà, par ces fausses notes. À qui ça n'est pas arrivé, ça, parfois, ici? Voilà, d'être terrassé par les fausses notes de la vie. Et Mozart, il te dit comment t'en sortir. D'ailleurs, effectivement, quand des personnes sont en dépression, ne sont pas bien, souvent, on leur fait écouter de la musique ou elles en écoutent d'elles-mêmes et elles disent « ça me fait du bien ». Et effectivement, la musique nous donne des réponses. Elle te dit, voilà, oui, il y a des dissonances, mais regarde, on peut les magnifier. On peut les rendre belles. On peut aller quand même vers l'harmonie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette réponse colossale. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle va répondre à une question tellement profonde que beaucoup se posent du sens de la vie. Quel est le sens de la vie? Et vous imaginez bien que pour tant de personnes, quand la vie a été cruelle, et ô combien j'en ai croisé, voilà, cette femme dont le garçon a été assassiné à l'âge de 17 ans, cette mère du coup qui apprend ce décès et qui s'effondre pendant 6 mois et qui va gémir en position de fœtus, en n'ayant ni la force de manger et de boire, tellement elle est terrassée. Cette femme qui va perdre un bébé, un accident, un proche, la femme ou un couple voilà, dont l'épouse a un cancer ou le mari. Enfin, la vie. Je ne vais pas énumérer toutes les fausses notes de la vie. Vous les connaissez aussi bien que moi. Et ces fausses notes nous terrassent. Et elles nous amènent inévitablement à nous poser cette question du sens de la vie. Ça n'a aucune importance, il n'y a pas de souci. Bon, dehors, monsieur. Le portable confisqué. Voilà, donnez-moi, je vais écrire un mot à vos parents. Et donc, effectivement, voilà, on se rend bien compte que le sens de la vie, voilà, cette question, la réponse est là. La réponse est là, tout simplement.
dans le fait d'accueillir les dissonances, quelles qu'elles soient. Voilà, de les accueillir, de ne plus se positionner le moins possible, en tout cas, dans la posture de la victime. Voilà, de ne plus être dans la colère, si possible, et encore une fois, le moins possible, le moins longtemps possible. Sortir de ces ornières dans lesquelles nous nous mettons trop souvent. Parce que finalement, nous ne répondons pas à notre devoir d'humanité. Quel est notre devoir d'humanité? Eh bien, tout simplement, c'est... Pardon, dis-moi. Je t'écoute là, mais je pense aussi que dans cette humanité, il y a un manque de spiritualité. Parce que la personne qui est renforcée de l'intérieur, les épreuves qui lui arrivent, elle ne réagirait pas comme beaucoup. Alors, on va y arriver. Mais qu'est-ce que la spiritualité? Ça, c'est une question. Alors, qu'est-ce que je disais, du coup, je ne sais plus. Pardon? Merci. Vous êtes un amour, vous. Alors, donc, notre devoir d'humanité, notre responsabilité. Et souvent, ce mot responsabilité, il est vécu, il est compris comme une charge. Voyez-vous, ouais, tu es responsable. Voyez, donc c'est quelque chose de, c'est pesant. Alors que pas du tout. Là aussi, le mot a été détourné de son sens profond. Le mot responsabilité, ça vient de deux mots latins, habilitas et respondere, qui veut dire habilité à répondre. Et tu es habilité à répondre à quoi? Ben, aux fausses notes de la vie. Et tu es même là pour ça. Pourquoi tu es venu sur Terre? Ton incarnation, ta présence est une réponse à toutes les fausses notes dont tu as hérité, celles de tes ancêtres, les mémoires d'âme, ça s'appelle, les transmissions transgénérationnelles. Hein, tout ça, c'est quelque chose de très très connu, hein, dans ce qu'on appelle les constellations familiales. Et donc tout ça, tu es là effectivement pour répondre à tes dissonances. Et puis répondre aussi aux tiennes de dissonance, bien entendu. Qui ici n'a jamais commis de fausses notes dans sa vie? Que celui qui n'a jamais fait de fausses notes lève la main. D'accord, donc ils ont tous fait des fausses notes. Bon, on s'en va, François, parce que c'est vraiment pas un public fréquentable. Hein. Donc vous avez tous commis des fausses notes, et moi y compris, bien sûr, je vous l'ai dit, et qui n'en a jamais subi. Voilà, et on se rend bien compte que nous avons tous été frottés, brassés, secoués par l'existence. Alors, du coup, on peut aussi se poser la question, mais pourquoi la vie nous envoie des fausses notes? Parce que, après tout, on peut essayer de faire tout bien. Il y a des gens qui essayent. Ils ne font pas de fausses notes, ils font tout bien. Bien sous tout rapport. Mais je peux vous assurer que vous n'avez rien demandé, la vie vous envoie ces fausses notes. Je l'ai évoqué tout à l'heure, une maladie, une mort subite, un accident. J'ai eu comme ça le cas en stage d'un couple suisse qui sont venus à la maison et faire suivre un stage. Pas de fausses notes. Ils sont beaux, ils gagnent de l'argent, ils font ce qu'ils aiment, ils ont une belle maison, sauf qu'elle, elle fait marche arrière avec le 4x4 et elle n'a pas vu sa fille d'1 an. Vous voyez, ça, ce sont tout de même des réalités. Et des réalités comme ça, si vous savez, vous le savez très bien, il y en a tous les jours, des milliers. Donc, quand tout s'écroule, quand tout s'effondre, aujourd'hui, la croyance, je dirais presque infantile, d'exiger le sans faille, le sans fausse note, est pure folie. Et pourquoi c'est une pure folie? Parce que, voyez-vous, quand ces dissonances arrivent, eh bien, les gens sont démunis. C'est ça la vraie problématique. C'est ça, en fait, la vraie souffrance. C'est que, parce que les gens pensent que c'est pas normal. Voilà, voyez-vous, voilà, il y en a même qui pensent presque que le ciel conspire contre elles. Qu'il y a une sorte de mauvais sort, voilà, de ce qu'on appelle la loi des séries, vous savez, quand elles arrivent comme ça. Hein. Alors qu'en fait, la réalité, c'est juste que, voilà, ces fausses notes font partie de la musique, de la vie.
imaginons une musique sans fausse note. Et je vais vous dire, il y a des personnes qui arrivent très bien, ça dure 50 ans. Je vais vous jouer une musique sans fausse note. Je vous fais ça à 5 minutes. Si vous en avez marre avant, vous me le dites. Hein. Oui, vous êtes vachement... Moi, je continue tant que c'est pas virulent. Comment? Ils sont gentils à Angoulême. Hein. Moi, j'ai des publics où ça crie. Stop. Ne soyez pas résignés, enfin. Hurlez, stop, ça suffit. Non, non, vous imaginez. Alors, heureuse, chérie, ça dure 50 ans, c'est juste invivable. Ça finit au tribunal, l'affaire. Mais monsieur le juge, je ne comprends pas, j'ai tout fait pour elle. Et elle répond, oui, mais moi, monsieur le juge, j'ai tout fait. Hein. Donc, on voit bien qu'une vie sans fausse note, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On en a besoin même. Allez, regardez, je vous regarde là, vous avez tous la banane. Mais oui, quand je vous dis qu'on a besoin de fausses notes, vous êtes tous là avec un grand sourire. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien à entendre. Mais oui, parce que voyez-vous, une partition de musique ne peut s'agrandir que s'il y a des dissonances. Et c'est toute la grande aventure de la composition. Oserais-je dire la jouissance, ouïr le sens du jeu. La jouissance du compositeur, qui est justement celle-ci, hein, de rendre belles les dissonances. Et finalement, dans la musique de la vie, ne serait-elle pas là l'aventure qui serait justement celle-ci, de magnifier les dissonances de l'existence? Que peut-être être un homme et une femme n'est pas justement ces personnes qui, en permanence, gênent, souffrent, critiquent, montent du doigt, culpabilisent, rejettent. Je crois que ces personnes n'ont pas encore compris que le sens de l'existence, c'est d'accueillir les dissonances pour les magnifier. C'est ça être un homme, c'est ça être une femme, c'est rendre belles les fausses notes de la vie. Non, jeune homme. Non, jeune homme. Non, bien sûr que la vie nous envoie des fausses notes. Mais tu vois, Descartes a écrit « Je pense, donc je suis ». Et il y en a qui disent « Je souffre, donc j'existe ». Et c'est juste terrifiant. Parce qu'il faut bien comprendre que dans nos sociétés aujourd'hui, curieusement, c'est presque devenu un business, la souffrance. Oui, alors, oui, mais particulièrement aujourd'hui, parce que nous avons des outils de propagande très puissants pour entretenir cette réalité. Pour l'entretenir et l'exagérer. Mais oui, c'est vrai, c'est juste, bien sûr. Mais il serait peut-être temps que la nature humaine se dépasse, qu'elle sorte de ces attitudes. Parce qu'effectivement, notre devenir en dépend. Donc non, la vie nous envoie toujours des fausses notes. Quelle est la raison? Pourquoi la vie nous envoie ces fausses notes? Parce que je crois que c'est la seule façon que la vie a trouvé finalement de nous inviter à rejoindre sa vastitude. Finalement, la fausse note, elle nous demande d'ouvrir notre cœur. Elle nous demande d'accueillir. Elle nous demande d'accueillir cette dissonance. Je prendrai comme exemple très concret qui m'était venu lorsque j'étais invité au Festival international des musiques sacrées de Fès. Et alors que je jouais dans les jardins royaux, tout d'un coup se met à chanter le muezzin. Je termine mon morceau et le muezzin
aussi termine son appel à la prière. Et là, j'avais devant moi 500 Marocains et puis aussi des Européens. Et je leur dis comme ça, le muezzin a chanté, a fait l'appel à la prière. Vous êtes très très fidèles à Allah ici. Et tout le public a acquiescé. J'ai dit, et puis effectivement, Allah, il est tout puissant, il sait tout. Et toute la salle, encore une fois, a acquiescé. Il est parfait. Toute la salle, encore une fois, a fait oui de la tête. Et là, je me suis dit, mais finalement, aimer quelqu'un de parfait, c'est facile, aucun mérite. C'est vrai, c'est facile. Va aimer un papy au bord de la démence, une mamie qui se fait sur elle, un enfant qui souffre d'un handicap, enfin, va aimer ça, ces personnes-là. Et on se rend compte que le vrai défi aujourd'hui n'est pas d'aimer Dieu, c'est d'aimer l'homme. Effectivement, la dissonance de l'autre me demande d'ouvrir mon cœur. Oserais-je dire que les fausses notes, finalement, nous apprennent l'amour ? Donc elles sont précieuses. C'est là qu'est la qualité de ton âme, la grandeur de ton être, et qu'il est demandé aujourd'hui à l'humanité de vivre, d'incarner. C'est juste essentiel. Alors évidemment, nous allons arriver à cette question de la spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité ? Pour ma part, je dirais que la spiritualité, elle est quand tu donnes aux autres ta magnificence, quand tu offres au monde ce que tu es. Je pense à tous ces artistes, ces hommes, ces femmes, certains qui ont été célèbres, d'autres non, et qui toute leur vie ont donné, et pour la plupart, et vous le savez très bien, n'ont jamais été reçus de leur vivant. D'ailleurs, on appelait ça les artistes maudits. Combien qui ont été méprisés, rejetés, humiliés et ignorés? Combien? Et malgré tout, ils ont donné jusqu'au bout. Pour moi, je crois que c'est ça, l'acte spirituel. Se mettre sur un pouf, méditer, c'est très bien. Mais je crois que se donner, c'est extraordinaire. Voilà, et puis finalement se donner simplement, sans prétention, après tout. Mais c'est tellement important déjà d'amener les personnes, vous, là, chacun d'entre nous, moi-même, voilà, de dire aux personnes qu'il y a cette magnificence en toi. Moi, tant de personnes, vous savez, je les entends jouer, ils viennent faire ce stage. Ça s'appelle Rendre belles les fausses notes de la vie. J'ai des professionnels, j'ai des concertistes, j'ai des chefs d'orchestre, et j'ai des personnes qui n'ont jamais fait de musique, qui sont dans le bâtiment, qui sont fonctionnaires. J'ai toutes sortes de personnes et tous les niveaux. Quand ils jouent du piano, certains viennent déjà, comme je vous ai dit, comme ce garçon Kevin, qui s'excuse. D'autres montrent timidement, voilà, ce qu'ils ont à livrer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que même les professionnels, quand je leur demande de jouer quelque chose, parfois certains tremblent. Et quand ils ont fini, tous, vous savez ce qu'ils font ? Quand ils ont fini leur morceau, ils me regardent et ils font. C'est-à-dire que déjà, je vais nourrir un jugement vis-à-vis de moi-même, qui est celui de « c'est pas terrible, ça n'a pas beaucoup de valeur, je ne suis pas grand-chose, comment oserais-je prétendre que je suis grand-chose » D'ailleurs, vous savez bien, quand les personnes commencent à se montrer, il y a toujours quelqu'un qui va dire hey, « oh, tu te prends pour qui ?» Et on se rend compte que toute l'émergence de l'être, il est là le vrai nœud gordien de l'humanité. Cette émergence qui nous permet d'accéder finalement à quoi ? À ce mot très fort qui est justement la jouissance d'être, d'exister. Curieusement, la jouissance d'être. Regardez dans tant de pays, ces jeunes filles que l'on excise. Vous comprenez bien que cette jouissance d'être n'est pas possible. Et finalement, ici, chez nous, on ne fait pas cette pratique, mais il y a d'autres façons d'exciser quelqu'un. C'est justement de lui dire, c'est pas pour toi, t'es pas assez bien, tu mérites pas, tu n'y arriveras jamais. Tu te prends pour qui ? Et toutes ces phrases, elles sont quand même réelles. Et là, il y a une vraie excision psychologique.
Combien de... Moi, j'en vois tellement, vous ne les voyez pas, vous? Toutes ces personnes qui finalement n'osent pas être, n'osent même plus l'amour, n'osent pas la vie parce que c'est trop. Ça se mérite. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, de cette violence incroyable, qui finalement amène les gens à être en colère. Voyez-vous? Et ces gens en colère qui finissent par être violents. Et alors là, on se met à dire, mais ils sont violents ces gens. Mais pourquoi être dans le déni de la première violence? Voilà, de notre système aujourd'hui, qui est érigé partout sur la planète. De ce monde, curieusement, finalement, de cette exclusion qui est quasiment institutionnalisée, organisée, malgré les discours, les beaux discours, où l'hypocrisie est trop présente. Il faut juste mesurer que l'existence humaine, combien de temps tu vis? Combien de temps la vie? Moi, j'arrive à 60 ans bientôt et je ne les ai même pas vus arriver. Et combien de temps on vit? Face à l'échelle d'une étoile, ton existence, c'est quelques secondes, c'est un battement de cils. Et au lieu de t'émerveiller de l'autre, déjà de toi-même. Mais évidemment, si je dis s'émerveiller de soi-même, j'ai dit ça une fois dans une conférence, il y a une personne qui m'a dit « Monsieur, c'est narcissique !» Et c'est là toute la perversion de ce qu'on appelle finalement les mythes fondateurs. Voilà, de ces histoires qu'on nous a racontées, qui finissent toujours mal. Rappelez-vous, le premier homme qui vole, Icare, tout de même, qui n'a pas envie de voler ici? Et je me souviens, quand on m'a raconté Icare à l'école, je ne vais pas dire du mal de l'école, mais quand on m'a raconté Icare à l'école, j'avais 8 ans, et voilà, et puis il est tombé, puisqu'il est allé trop près du soleil. Et le maître nous avait dit, je m'en souviendrai toujours, il ne faut pas voler. Mais on a tous envie de voler. C'est notre rêve à tous. C'est notre façon de dire. Je me souviens quand je jouais dans les bidonvilles, ces enfants crasseux qui venaient me voir en loc, qui me disaient « Moi, quand je serai grand, je serai un grand docteur, et moi, je serai un grand avocat, et moi, je serai un grand policier. » Ils voulaient tous être grands. Qu'est-ce que ça veut dire sinon? L'envol. Et voyez-vous, c'est ça donc l'histoire, ces mythes fondateurs. Narcisse, oui, peut-être qu'il ne s'aimait pas très bien, mais en même temps, il avait cette conscience de sa beauté. En 2 mots, sa beauté. Bon, enfin. Et effectivement, tant de gens vont saboter leur beauté. Par loyauté parfois, parce que leurs propres parents n'ont pas osé la vie, parce que tu as eu un papa qui s'est résigné, une mère qui a renoncé. Comment veux-tu, toi, à ton tour, jouir de la vie? Et donc, je connais tant de personnes qui finissent par faire la même chose, par cette loyauté d'amour. Tant de personnes qui ont été maltraitées par des parents qui étaient tellement perdus, qui n'avaient pas les outils, et qui s'abîment, et qui fument, et qui boivent. Et je disais encore il y a quelques jours, à l'école de la fausse note en Suisse, à cet homme qui s'appelait Jésus. On ne l'invente pas tout de même. Et cet homme qui avait un loup, voilà, et qui me raconte sa vie, et qui me dit « J'étais un voyou et un truand. J'ai volé. Et maintenant, après des années de prison, je suis jardinier. Je suis alcoolique. Je fume. » Mais il avait tellement d'amour dans son cœur. Il me disait « Mon père m'a massacré, mon père m'a brisé. J'étais tellement brisé. Et j'étais livré à moi-même. Aucune éducation. » Donc évidemment, cet homme, il ne peut qu'être égaré avec cette histoire-là. Et puis finalement, je lui dis « Mais tu sais, Jésus, ton père, il n'est plus là pour te battre. » Et tu vois, finalement, quand tu fumes, quand tu bois trop, c'est une façon de te faire mal à la place de ton père. Tu prends le relais, tu lui dis comme ça, « Papa, t'as vu, je continue à me battre, je le fais tout seul, sans toi. » Tant d'histoires comme ça. Donc à un moment donné, quelle est la posture que nous pourrions prendre face à tout ça?
Finalement, oui, oui, je dois m'émerveiller de qui je suis. Ça, c'est vraiment demain matin, voilà, avant de prendre votre douche, tout nu devant le miroir, vous vous admirez. Hein? Alors vous allez vous regarder, alors peut-être que vous avez les fesses de la grand-mère ou le nez du grand-père, ou les deux. Écoutez, voilà, tout le monde n'a pas un héritage génétique aussi généreux que le mien, c'est sûr, mais, mais voilà, s'aimer, tu n'as pas le choix. T'émerveiller de qui tu es. Parce que ça commence là. Voilà. T'émerveiller de qui tu es. Et puis ensuite, effectivement, la solution à l'histoire de Narcisse, ce serait quoi? Parce que peut-être que pour changer le monde, il faudrait peut-être changer les histoires, juste changer la fin de l'histoire. Peut-être que Narcisse, finalement, oui, il se trouve beau et que la solution, ce serait qu'il se donne. Et on en revient, rappelez-vous, à ces artistes maudits qui se donnaient aux autres, qui offraient simplement leur magnificence. Et la clé peut-être aussi qui vient après, c'est parce que parfois des personnes me disent « mais si je me donne et si je ne suis pas reçu, je vais souffrir ». Et la clé, c'est peut-être celle-ci que je vous invite à vraiment à intégrer. Oui, donne-toi, donne tout de toi. Voilà, ça c'est très important. Fais jaillir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Quelques mots, un dessin, peu importe. Théodore Monod nous disait « même un peu, mais fais-le ». Même un peu, mais fais-le. Et laisse-le sortir, offre-le. C'est reçu. C'est super. C'est pas reçu. C'est super. Pas d'attente. C'est juste ça, te libérer de l'attente. Que tu prennes conscience que finalement, il n'y a jamais eu d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Tu vis 3 secondes. 3 secondes. Et ces 3 secondes, ils te sont donnés justement pour les vivre en t'émerveillant. Je crois que la conscience, voilà un mot dont on parle beaucoup, la conscience. Certains s'imaginent que la conscience, ça va être consécutif à des années de pratique, d'ascèse, de lecture, de discipline. Peut-être que la conscience, c'est peut-être juste cette présence en gratitude avec la vie. Et si tu étais en gratitude avec la vie, en gratitude avec tes ancêtres, même s'ils ont commis les crimes les plus terribles. Comme disait Montaigne, toute la condition humaine est inscrite en chaque homme. Donc il nous faut accueillir peut-être un crime, un inceste, un mensonge, une tromperie, un secret de famille. Il nous faut accueillir tout cela et remercier. Et curieusement d'ailleurs, le mot merci n'est-il pas l'anagramme du mot crime? Et c'est par cette puissance de la présence en gratitude que tu vas pacifier finalement toute l'histoire de tes lignées, des ancêtres, où tu t'échappes finalement de ce ressenti de colère, de ces mémoires d'âme, où tu vas transformer la dissonance, où tu vas l'harmoniser par cette présence en amour. Et où finalement tu vas justifier tout ce qui a été fait, même le plus insoutenable, même l'innommable. Tu deviens cet être qui magnifie toute ton histoire. C'est tellement important. Si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe? C'est Bruce Lipton qui nous explique ça dans son livre « Biologie des croyances ». Je vous invite à lire ce livre très passionnant, le livre sur l'épigénétique. Et il nous explique très bien que, en fait, finalement, lorsque tu ne fais pas ce travail, voilà, de cette présence en amour, eh bien, si tu es encore empêtré dans ces souffrances, tu les transmets à tes enfants. Il y a une transmission génétique. Le jour où tu t'alignes dans cet axe, voilà, de ce que j'appelle la quinte intérieure, de l'alignement du soi et de ta nature, eh bien, effectivement, à ce moment-là, Bruce Lipton nous explique que le sort, le mauvais sort, la malédiction s'arrête. Donc c'est très puissant. C'est juste vital. Un petit morceau de musique.
Donc voilà, tout ça pour dire peut-être avec trop de mots, peut-être maladroitement, vous dire aussi que, voilà, quand je vous parle de tout ça, d'accueillir la dissonance, de les rendre belles, dans cette attitude bienveillante, voilà, dans cette présence à soi et à l'autre, je ne prétends pas incarner moi-même tout ce que je vous ai dit ce soir. Voilà, je préfère vous le préciser. J'en suis très loin. Vous téléphonez à ma femme, vous verrez. Mais, vous voyez, c'est juste, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'écris, ce que j'enseigne, que j'essaye de partager, je crois que ça marche en tout cas. Moi, en tout cas, j'essaie de le pratiquer pour moi-même et je peux vous assurer que ça fonctionne. Voilà, ça rend la vie beaucoup plus douce, tout simplement. Est-ce que tu es doux avec toi-même ? Je crois que c'est ça qui est déterminant. On recherche l'intensité dans l'existence, mais l'intensité, la porte de l'intensité, ce n'est pas les effets spéciaux, ce n'est pas les choses violentes qui font du bruit, etc., tout ce qu'on nous montre. L'intensité, la porte de l'intensité, c'est la douceur. Voilà, et ça c'est tellement essentiel, tellement essentiel déjà de reconsidérer les choses autrement. Et puis, dans cette société, effectivement, je parlais de ce sophisme qui est finalement cette exigence folle de cette quête de perfection, qui est un non-sens. Alors quelqu'un pourrait me dire ici, mais monsieur, comment peut-on se dépasser s'il n'y a plus l'exigence de la perfection ? L'exigence de la perfection, c'est juste mortifère. Les gens perfectionnistes sont des gens très malheureux. Cette exigence de la perfection, eh bien, les gens s'épuisent. On le voit bien d'ailleurs, il paraît que la France est l'un des pays où l'on prend le plus d'antidépresseurs. Et puis peu importe, il n'y a pas de concours à faire à ce niveau-là. Toujours est-il que voilà, cette exigence de la perfection, elle amène les êtres à s'épuiser. Elle nous amène à être en conflit les uns vis-à-vis des autres, puisqu'il faut que je sois meilleur que l'autre. Donc ça n'a pas de sens. Ça nous amène à nous entretuer. Et puis ça nous amène aussi à détruire cette planète. Oui, parce qu'on peut parler finalement de cet écosystème-là qui est en train de se déliter. Et effectivement, nous pillons avec une efficacité redoutable toutes les ressources naturelles. Donc je crois que l'exigence de la perfection est une erreur. Alors qu'est-ce qu'il nous faudrait exiger aujourd'hui, finalement ? Qu'est-ce qui pourrait remplacer l'exigence de la perfection ? Ben, je crois que ce qu'il nous faudrait remplacer, ce serait de mettre donc cette exigence-là, qui est celle-ci, l'exigence de la délicatesse. Et moi, je voyais, il y a des métiers comme ça, ces métiers d'artisans tellement nobles, voilà, du menuisier, voilà, de ce maçon, d'un charpentier, d'un ferronnier, de toutes ces personnes et tant d'autres, de ces artistes de la matière qui avaient un rapport tellement justement dans cette délicatesse, de ces artistes avec la matière. On est en train de perdre ça d'ailleurs, tellement on a déconsidéré à un moment donné, je ne sais pas si ça continue encore, ces métiers qui sont tellement précieux. Cette exigence de la délicatesse vis-à-vis de soi-même déjà. Parce que moi je reste convaincu qu'un jeune à qui on apprend cette délicatesse, qui est tellement abreuvé de violence, d'images, de tous ces films, posons-nous tout de même la question, pourquoi nous montrons tous ces films de violence ? Moi je reste convaincu que ce sont des outils de propagande pour nous amener à nous détruire. Lorsque le grand public aime ces films, soi-disant grands spectacles de divertissement, où l'on voit voilà, ces films, je pense à genre Terminator, tous ces films qui étaient premiers au box-office, où on voit des tanks rouler sur des montagnes de crânes, et on voit des bombes atomiques qui détruisent le monde. C'est nous mettre des images que, lorsqu'il y a du succès comme ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on valide ce futur. Ça nous amène à accepter l'inacceptable. Et je vous assure que c'est une vraie propagande. Rappelez-vous ces films quand on était gamin, comme Au nom de la loi, avec Steve McQueen, vous voyez, qui marchait comme ça avec vous vous rappelez, avec la Durandal, là, comme ça, avec la fesse sauvage. Hein ? Bon, et alors,
Et là, il y avait marqué mise à prix. Hein, un homme valait quelques dollars. D'ailleurs, Clint Eastwood, à la fin du film, pour quelques dollars de plus, il tire une charrette avec une dizaine de cadavres et il compte 10 000, 12 000, 18 000. Combien ça vaut un homme? Voilà les images qu'on nous montre. Un être humain, ça vaut quelques dollars, quelques milliers de dollars, c'est-à-dire rien. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement dévalorisé l'être. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tellement d'êtres s'excusent de montrer ce qu'ils savent faire, et bien que voilà, les gens s'épuisent toute leur vie à montrer qu'ils ont un peu de valeur. Voilà. Et on rentre d'ailleurs dans ces jeux d'ego, hein, puisque je ne peux pas être puissant. Que me reste-t-il sinon le pouvoir, l'illusion d'un pouvoir mortifère. Donc il faut bien comprendre que ta valeur, elle est juste inestimable. Vaincre la pauvreté dans le monde, ce serait peut-être de dire à chaque enfant, tu es riche de toi. Explorer cette richesse et l'honorer, la susciter. C'est Einstein qui disait, à force de demander à un poisson rouge de grimper un arbre, eh ben, il est convaincu qu'il va être idiot toute sa vie, puisqu'il n'y arrive pas. On demande parfois à des enfants des choses qui ne sont pas tout simplement dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils ont à vivre. Des enfants et des adultes. Donc l'exigence de la délicatesse. Si on enseignait cette délicatesse aux jeunes, eh bien, je suis convaincu, intimement convaincu, qu'on n'aurait pas ces jeunes. Pourquoi les jeunes aujourd'hui fument, se droguent, s'alcoolisent? Mais parce qu'ils essayent d'être parfaits. Justement, ils croient à ce système qui dit qu'il faut y arriver. Mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Moi, il y en a, ils m'ont dit ça, j'y arrive pas. J'ai essayé. Et comme ils n'y arrivent pas, eh ben, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils sont désespérés. Et donc ils se détruisent. Donc si on enseigne la délicatesse, le respect de soi, eh bien, je pense que ça pourrait peut-être régler ce genre de problème. Si on enseignait la délicatesse vis-à-vis de l'autre, plutôt que de lui dire qu'il est moins, voilà, de lui dire à quel point il est considérable, voilà, changer cette autre attitude, voilà, une autre attitude, voilà, qui invite, voilà, quand l'autre tout d'un coup justement s'épanouit devant moi. C'est ça l'amour d'ailleurs. L'amour, c'est ça, c'est être au service de l'épanouissement de l'autre. Dans un couple, je n'aborderai pas le couple, parce que ce sera une autre conférence, mais c'est tout de même ça l'amour. Voilà, c'est de dire à sa femme, je suis au service de ton déploiement. Voilà, si on s'engage avec sa femme, c'est pour lui offrir, c'est pour être au service de ses jouissances, c'est pour être au service de ses envies. Voilà. Et puis là, on la regarde se déployer dans le ciel. Dit, ma chérie, qu'est-ce que tu es belle quand tu voles. Puis là, tu fais des photos. Vas-y. Puis tu prends un téléobjectif parce qu'elle s'éloigne. Elle est où? C'est le risque. C'est le risque. Mais en même temps, quel beau risque. Voilà, que d'offrir le ciel à l'autre. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous offrons à l'autre? Nos peurs, nos limites, nos petits calculs, notre étroitesse, nos emprises, notre surveillance. C'est ça l'amour. Quand tu vis 3 secondes, il n'y a que ça à offrir. 3 secondes, mais offre le ciel. Offre tout, même si tu perds la personne. Quelle importance. Mais tu lui as offert le ciel. Retrouve ta noblesse d'âme. Quitte les peurs. Tu es tellement vaste. Et tu te rendras compte que finalement, quand tu offres le ciel à l'autre, bien souvent, en retour, il te l'offre. Tu as tout à gagner, rien à perdre, à être dans cette générosité sans limite. Donc l'exigence de la délicatesse, elle est là, voilà, de ce que j'offre en présence, dans ce regard à l'autre. Et effectivement, si on avait été délicat avec ce monde, on n'en serait pas là aujourd'hui. En 2 siècles, tout a été ravagé.
Et quand j'entends parfois ces politiques qui parlent avec leurs effets de manche et leurs grands mots, sans considérer les dégâts, et qui perpétuent encore la même attitude, je me dis vraiment qu'il y a vraiment là une grande folie. Donc voilà, c'est quelques mots sur la fausse note qui nous rend belle, que nous devons rendre belle, pardon. Voilà, que nous devons accueillir, qui nous apprennent l'amour. C'est juste essentiel. Demain, je ne sais pas de quoi sera fait demain. Il y a des personnes qui sont adeptes de noirisme. Vous savez, le noirisme, c'est-à-dire c'est la nécessité du chaos. Et qui le défendent. Dans un livre, Jacques Attali, L'ordre cannibale, explique ça très bien. Et là, dans une dernière conférence qu'il a donnée à l'école polytechnique, il expliquait que finalement, c'était une nécessité. Voilà, la SDN, la Société des Nations, devait se réaliser à la fin du 19e siècle. Ils n'ont pas réussi, donc finalement, il y a eu une Première Guerre mondiale. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, la SDN a été mise en place. Après, c'est l'ONU qu'ils ont voulu mettre en place en 1936. Ils n'ont pas réussi, donc il a fallu une Deuxième Guerre mondiale. Et là, il explique tout simplement que le nouvel ordre mondial qu'ils essaient de mettre en place aujourd'hui, ils n'y arrivent pas. Donc, peut-être qu'il faudra un chaos, une Troisième Guerre mondiale. Je dis juste que c'est très très grave de dire des choses pareilles. Parce que la vie humaine est sans prix. Et que même si effectivement nous sommes très nombreux, certains pourraient dire ici, mais oui, la terre ne peut pas nourrir. Eh bien écoute, si tu dis ça, si tu penses qu'on est très nombreux, si tu veux être cohérent avec ton discours, élimine-toi toi-même. Et ce courage. Tu parles d'éliminer les autres. Tu dis qu'il y a trop de monde. Eh bien alors, sacrifie-toi. Je crois qu'aujourd'hui, le devoir d'humanité vital est de changer totalement d'attitude, de regard. Voilà, à la fois sur nous-mêmes et sur les autres. Et je conclurai par cette phrase. Qu'est-ce que la perfection ? La perfection, c'est de l'imparfait qui s'aime et se donne.